DeepSeek R1, il est en open source, il est à peu près équivalent en performance à O1. Là, je pense que tous les cybercriminels sont en train d'essayer de se l'approprier pour créer des virus sous stéroïdes ou automatiser leurs opérations. Et là, on n'a vraiment aucun moyen d'éteindre le système si jamais on voit qu'on a un virus qui commence à se propager, par exemple. Il faut quand même rappeler que c'est le but explicite de OpenAI, de Anthropic, de DeepMind, c'est de créer une super intelligence, donc un système qui soit plus compétent que les humains dans toutes les tâches imaginables. Bon, c'est difficile de savoir ce qui se passe après qu'on ait perdu le contrôle, mais il y a des chances pour que ce soit une catastrophe du style extinction humaine. Maxime est une figure montante de la scène française autour de la sécurité de l'intelligence artificielle. Ingénieur formé à Central Lyon et à Cambridge, il travaille dans l'IA sur des sujets de deep learning et machine learning depuis une dizaine d'années, avant d'opérer un virage radical. En 2024, il cofonde PauseIA, une organisation qui milite pour une pause dans le développement des IA génératives. Maxime alerte avec précision, chiffres et faits à l'appui sur les risques systémiques, démocratiques et existentiels, un épisode où l'expert laisse place à l'humain, entre lucidité et vulnérabilité, sur ce que pourrait devenir notre monde si on ne décide pas collectivement de reprendre le contrôle. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Time. Merci Maxime d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des dangers de l'IA. On a une tendance ces derniers temps à voir et être omnibulé par la performance des modèles. C'est assez, c'est un paramètre que l'on regarde, qui est partagé partout, les benchmarks, l'évolution de la performance. Et justement, parfois, on ne prend pas ce recul de se dire l'impact de l'évolution des modèles, de cette performance sur nous au quotidien, personnellement, professionnellement. Donc c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo, revenir sur ces risques. Et pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur le lien entre justement cette évolution de performance et l'évolution des risques sur les modèles d'IA? Merci à toi de me recevoir, déjà. Alors le lien entre la performance et les risques, il est assez simple en fait. L'IA, c'est une technologie duale. Donc, on va prendre l'exemple d'une technologie qui n'est pas duale, ce serait une technologie qui est uniquement dangereuse. Par exemple, les bombes nucléaires, a priori, juste cette technologie-là, les bombes nucléaires, c'est uniquement dangereux. L'IA, ça peut être utilisé pour faire de très belles choses et ça peut être utilisé pour faire de très mauvaises choses. L'exemple que les gens qui sont en train de développer ces modèles avancent tout le temps, c'est la recherche médicale. Donc, si on a une IA qui arrive à comprendre comment fonctionne la biologie humaine, comment fonctionne comment générer de nouvelles protéines à partir du code génétique, etc., et les mécanismes d'action des médicaments, alors on peut potentiellement créer de nouveaux médicaments et guérir toutes sortes de choses. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que si on est capable de faire ça, on est aussi capable d'inventer de nouveaux virus, plus virulents que ceux qui existent. Et c'est là vraiment que l'impact du progrès se fait sentir. C'est-à-dire que tant qu'on a une technologie qui est dans son enfance, qui n'est pas capable d'inventer de nouveaux médicaments, et a priori elle n'est pas capable d'inventer de nouveaux virus. À partir du moment où ça devient très puissant, là on débloque toutes sortes de choses dangereuses qu'il faudrait éviter de faire. Ouais. Et pour faire le lien avec les modèles d'IA générative, donc comme par exemple aujourd'hui l'IA elle est connue, elle a été très connue avec l'arrivée de ChatGPT il y a un peu plus de 2 ans. Ça a permis du coup de mettre à disposition la techno à tout le monde. Il y a vraiment eu cette accessibilité. Et est-ce que tu peux revenir sur un petit peu l'évolution des niveaux de performance, des paliers qui ont été atteints, et ce que ça peut aussi impliquer parfois pour faire un petit peu un état des lieux de tout ça? C'est intéressant d'ailleurs parce que le grand public a toujours une étape de retard par rapport à ce qui existe. Donc là, ça s'est vu encore récemment quand DeepSeek est sorti. D'un seul coup, le grand public a été confronté à des modèles de raisonnement du niveau de O1, alors que ça existait déjà depuis plusieurs mois. Mais en fait, la plupart des gens étaient toujours sur ChatGPT, la version gratuite, qui est en gros le même modèle qui existe depuis 2 ans, et ne s'étaient pas rendu compte des progrès. Mais pour faire un récapitulatif de l'évolution de cette technologie, alors on va commencer je vais commencer par ce que moi j'ai vu avec mon background. Donc, j'ai travaillé pendant un peu plus d'une dizaine d'années en machine learning et en deep learning. Donc au début des années 2010,
c'était le début des réseaux de neurones profonds. Donc avant ça, on faisait plutôt des méthodes statistiques pour essayer de faire des prédictions à partir de données, etc. Et après que DeepMind arrive autour de début des années 2010, il commence à y avoir beaucoup d'engouement pour les réseaux de neurones artificiels profonds. Donc c'est bon, je vais passer assez vite là-dessus, hein, donc ce sera très haut niveau, mais globalement on imite un peu le fonctionnement du cerveau. On a des couches de neurones qui processent de l'information, et chaque couche correspond plus ou moins à un niveau d'abstraction différent. Mais le modèle, le système entier est entraîné de façon complètement autonome à partir de données. Donc on a juste un algorithme tout simple qui nous permet de partir d'un espèce de gros cerveau artificiel initialisé de façon aléatoire et d'obtenir à la fin un système qui se comporte à peu près de la façon dont on veut. Donc les grosses étapes, ça a été quand DeepMind est apparu, ils ont réussi à faire un modèle qui pouvait jouer à plein de jeux vidéo juste à partir des images des jeux vidéo. Ensuite, ils ont battu le meilleur joueur de Go autour de 2015-2016. Il s'est passé un truc d'ailleurs intéressant juste après, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est AlphaZero, et ça redevient important en ce moment, donc je reviendrai dessus. Autour de 2020, il y a eu OpenAI qui a commencé à faire du bruit parce qu'ils ont juste entraîné un très très gros modèle de langage, donc un modèle qui sert juste qui essaie juste de prédire du texte. Donc on lui donne un gros texte et on lui demande de prédire les prochains mots, et en fait il se trouve que ce modèle, dont le but c'est juste de prédire du texte, il est capable d'écrire du code qui fonctionne, de résoudre des problèmes de maths, des choses comme ça. Et ça, on l'a juste découvert après l'avoir créé. Et ensuite, il y a eu ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est la commercialisation de ce modèle-là. Donc, OpenAI a eu l'idée de le mettre à disposition du grand public. Et là, d'un seul coup, les gens se sont rendus compte que ça existait. Et depuis 2020, on a vraiment le début d'une accélération dans les capacités. Il y a un papier qui est sorti en 2020 qui s'appelle Les lois d'échelle, qui en gros fait un lien entre la taille de ces systèmes, pour simplifier, et leur performance. Et donc on s'est retrouvé dans une course à qui va construire le plus gros modèle, parce que à chaque fois on crée un cerveau artificiel plus gros et on obtient un système qui a de meilleures performances et qui peut faire de nouvelles choses. Donc on découvre, ah tiens, il est devenu très très bon en mathématiques, ah tiens, il est devenu très très bon en programmation, etc. Et là, donc récemment, on a eu un nouveau changement de paradigme qui est encore pas très bien compris par le grand public. C'est les modèles O1, O3 de OpenAI, donc les modèles de raisonnement, et plus récemment DeepSeek, qui est un peu la même classe. Donc là, on s'est rendu compte que ces modèles de langage, on les fait parler pendant un moment, disons entre guillemets, et on peut leur demander de réfléchir avant de donner une réponse. Quand ils réfléchissent, donc il y a comme un espèce de train de pensée qui s'écrit, et ce train de pensée, plus il est long, meilleure est la réponse. Un peu comme nous, en fait, d'une certaine manière. Et l'idée de OpenAI, ça a été de faire du reinforcement learning. Pour faire simple, entraîner le modèle pour que son train de pensée soit plus long, et on obtient une réponse bien meilleure. Venir un petit peu contraindre le modèle dans une direction. C'est ça. Alors la façon dont ils le font, c'est qu'on fait réfléchir le modèle pendant plus longtemps. Bon, la partie la plus intéressante, c'est comment est-ce qu'on passe de O1 à O3. Donc O1, c'est un modèle de raisonnement. Il fait une longue chaîne de raisonnement avant de donner sa réponse. On a maintenant un mécanisme pour améliorer ces systèmes. On laisse tourner O1 pendant longtemps, ça génère une réponse de meilleure qualité. Donc on peut pendant pendant l'inférence, donc le moment où on veut obtenir une solution, on peut le laisser tourner pendant le plus longtemps et on obtient une réponse de meilleure qualité. Ça coûte beaucoup plus cher parce que ça demande une durée un temps de calcul qui augmente exponentiellement pour obtenir un gain minime dans la qualité de la réponse. Mais par contre, ça permet de générer de nouvelles données d'entraînement. C'est ça qui est vraiment la clé. C'est-à-dire que là, OpenAI a débloqué une façon de générer de nouvelles données d'entraînement pour la prochaine génération. Et du coup, O3 a été entraîné, entre autres, sur les données générées par O1. Donc ça, on le savait pas trop, on s'en doutait, mais quand on voit DeepSeek qui est du coup un peu la même chose, mais en open source, on peut vraiment voir comment ça fonctionne. Et là, j'ai fait une référence tout à l'heure à AlphaZero.
Donc DeepSeek, ils ont d'abord sorti un modèle qui s'appelait R1.0, qui était une référence à donc, le modèle de DeepMind Alpha 0. C'était un modèle qui a appris à jouer aux échecs à un niveau surhumain tout seul, sans avoir jamais vu une partie d'échecs jouée par un humain, en jouant contre lui-même. Donc ils se sont inspirés de ça et ils ont créé un système où DeepSeek va générer des problèmes dans un domaine où les solutions sont strictes, donc les mathématiques, la programmation, etc. Et ensuite résoudre les problèmes qu'il a générés. Ça revient un petit peu à jouer aux échecs contre soi-même. Et ensuite, on pénalise les modèles qui ne trouvent pas les bonnes solutions. On force le modèle à avoir un raisonnement interne. Et il se trouve qu'en faisant ça, on observe que le modèle apprend des stratégies comme si je réfléchis plus longtemps, j'obtiens une meilleure réponse. Si je corrige mes propres réflexions, donc si je fais des retours en arrière pour vérifier si mon raisonnement est correct, alors je m'améliore, etc. Donc là, c'est le monde à l'heure actuelle. DeepSeek est sorti il y a quoi, 1 mois. O1 est sorti il y a 2 mois et demi. O3 est sorti il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Donc O3 est sorti il y a O3, pardon. Quelques jours. Quelques semaines. O3 est sorti il y a quelques jours. Il a été annoncé un peu plus tôt. Ouais. Mais bon, ces releases arrivent de plus en plus fréquemment. Et là, on s'attend à ce que on puisse continuer à faire ça sans avoir besoin de beaucoup plus de capacité de calcul. C'est-à-dire que O3, là, est en train d'être utilisé pour générer des raisonnements de meilleure qualité qui va être utilisé pour entraîner O4. R1, DeepSeek sont en train de faire la même chose avec R1. Ils sont en train de générer des données qui vont être utilisées pour entraîner O2. Il y a une sorte de petite loupe qui est en train de se créer, comme tu disais, un déblocage d'un nouveau niveau. Où même, je crois que, sur l'API de DeepSeek, on peut utiliser ce qu'on appelle une fonction de multi-round, où en fait, on va récupérer la réponse d'un premier raisonnement. Et ensuite, on va du coup effectuer un deuxième raisonnement sur la base de cette deuxième réponse, de cette première réponse, etc. etc. Et on peut faire comme ça des loops pour du coup avoir des réponses de meilleure qualité et à moindre coût, puisque aujourd'hui, le coût d'utilisation d'un modèle de raisonnement avec DeepSeek est beaucoup moins cher, 30 fois moins cher que O1. O3, j'ai pas l'ordre de grandeur, mais du coup, ce que tu expliques, c'est que là, il va être difficile de situer sur où on en est sur la possibilité de faire évoluer les modèles, mais en tout cas, il y a un potentiel assez énorme d'accélération. Ouais. Et en fait, là, on a vraiment parlé de boucle de rétroaction interne. Donc, ce système où on génère des données, on l'utilise pour entraîner le nouveau modèle. Mais en fait, il y a une boucle de rétroaction plus globale qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que là, on est contraint, disons, à obtenir des modèles qui sont meilleurs dans les sciences dures, en mathématiques, en programmation, en fait, dans les domaines où il y a des solutions assez précises aux problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on génère les propres problèmes qu'on va résoudre. Donc, il faut pouvoir vérifier si la réponse est bonne ou pas de façon assez binaire. Du coup, on obtient des modèles qui sont meilleurs en mathématiques, en programmation. Le truc, c'est que c'est ce qui est le plus utile pour faire de la recherche en intelligence artificielle. Donc là, on a une autre boucle de rétroaction qui est que ces modèles sont utilisés de plus en plus par les développeurs et les chercheurs en intelligence artificielle pour améliorer leur productivité, travailler plus rapidement. Un exemple intéressant, DeepSeek, il y a eu une pull request, une amélioration qui a été faite au code récemment, un peu avant qu'il soit sorti, je crois, où ils ont multiplié par 2 sa rapidité d'exécution. Et quand on regarde qui a écrit cette modification au code, c'est DeepSeek R1 lui-même. Donc, en gros, on a déjà les développeurs qui utilisent ces systèmes pour les améliorer eux-mêmes. Et c'est entre autres ce qui est responsable pour l'accélération qu'on observe en ce moment. Les programmeurs sont sous stéroïdes avec ça en ce moment. Ouais, et que ce soit des personnes qui travaillent sur l'IA, mais même d'autres développeurs qui travaillent sur d'autres sujets. Il y a un point on n'a pas forcément abordé, même plusieurs, mais sur l'amélioration, la performance des modèles, sur le fine-tuning après de modèles. Est-ce que là, il y a une discussion sur les modèles assez généralistes, du coup, les LLM. Est-ce que tu vois aussi plutôt
une amélioration d'abord de ces modèles-là avant de se diriger vers des modèles qui sont plus spécifiques sur du fine-tuning par exemple, ou même des plus petits modèles l'année dernière en tout cas on a pas mal parlé des petits modèles, donc avec moins de paramètres. Comment tu vois ça et l'évolution possible de la performance et de la qualité du résultat? J'ai l'impression qu'on laisse un peu tomber en ce moment le scaling pur. Donc là, de 2020 à 2024, le gros progrès, ça a été on entraîne un modèle plus gros sur toutes les données qui existent et on obtient un système plus intelligent en sortie. Le problème avec ça, c'est qu'on arrive un peu à court de données. Alors il y a plein de façons de pallier à ça. Hein. La génération de données synthétiques, ça marche très bien. Mais ça coûte de plus en plus cher, par contre. Donc c'est une décision qui est extrêmement qui est extrêmement coûteuse à prendre. C'est-à-dire qu'avant de lancer un round d'entraînement qui va coûter entre 100 millions de dollars ou 1 milliard de dollars, ce serait à peu près les coûts pour obtenir GPT-5 en ce moment, il faut être assez certain qu'on va réussir parce qu'on ne brûle pas comme ça autant d'argent. Et je pense que c'est ce qui commence à vraiment être coûteux et faire qu'on n'a pas envie d'aller vers ce paradigme. Du coup, ce qu'on fait à la place, c'est des choses comme O1 ou de meilleur fine-tuning. Donc en ce moment, les OpenAI commence à faire sortir de plus en plus d'agents. Donc ils ont sorti Operator qui utilise un navigateur web pour faire toutes sortes de choses. On peut lui dire va faire du shopping pour moi et il va aller ouvrir le navigateur, aller sur le site de shopping, vérifier, essayer de trouver l'article dont on a envie. Ce modèle, il a été fine-tuné pour ça. C'est-à-dire qu'on prend le LLM de base et on va lui donner des tâches qui correspondent à l'utilisation d'un navigateur et on le récompense quand il y arrive, on le punit quand il n'y arrive pas. Et en faisant ça, on arrive à faire des agents qui fonctionnent de mieux en mieux. Parce que le gros problème des agents, c'était qu'il manquait de stabilité dans le long terme. Donc si on essayait de prendre GPT-4 et on lui faisait utiliser un navigateur web, ça marche pendant les premières minutes, et au bout d'un moment, il oublie ce qu'il était en train de faire, il se met à faire n'importe quoi. Et là, en gros, on est en train de pallier à ça, donc on devrait avoir des systèmes qui continuent à prendre des décisions, etc., de façon opérationnelle pendant de longs intervalles de temps. Qui gère plus de contexte, et aussi en plus, c'est vrai que là, tu parlais des modèles de raisonnement, ces mêmes modèles qui sortent permettent de résoudre d'autres problèmes qui n'étaient pas possibles de résoudre avant, et en fait, ça débloque des niveaux à plein d'endroits. Et ces déblocages de niveau permettent encore d'alimenter le modèle de raisonnement, par exemple. Du coup, il y a des boucles vertueuses qui se créent. Tu parlais d'OpenAI, il y a plein d'autres modèles, Anthropic, les modèles open source. Il y a aussi quand même ces entreprises qui essayent d'avoir des vérifications avant la sortie des modèles, un peu de l'AI safety. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est bullshit ou pas ? Il y a eu des critiques sur le fait que DeepSeek, par exemple, a sorti son modèle de raisonnement sans forcément faire beaucoup de vérifications, alors qu'il y a quand même pas mal d'articles qui sortent du côté d'OpenAI et d'Anthropic. Qu'est-ce que tu penses de ça, bullshit ou pas ? Alors, il y a différents niveaux de bullshit. C'est comme s'il y avait un spectre continu de bullshit. Alors, tout en bas de ce spectre, je dirais que DeepSeek sont hors catégorie parce qu'ils disent ouvertement qu'ils en ont rien à foutre de la safety et qu'ils vont juste se faire sortir leurs modèles et les mettre en open source. Donc disons qu'ils prétendent pas, en tout cas. Je dirais que tout en bas dans le bullshit, il y a Meta, Facebook, qui eux font semblant qu'ils en ont quelque chose à faire. Mais tout ce qu'ils font, c'est lancer leur modèle en open weight, donc c'est pas tout à fait open source, mais les donner en accès à tout le monde, et mettre un petit mot avec qui dit attention, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour faire de mauvaises actions. Et derrière, ils prétendent que ça fonctionne de faire ça. Donc eux, c'est un peu les kings du bullshit. Tout à fait de l'autre côté, il y a Anthropic, qui je dirais sont les plus sérieux, même si ils sont pas du tout au niveau de sérieux dont on a besoin pour développer une technologie pareille. Mais bon, c'est ceux qui sont à la pointe de la recherche en sécurité.
Et ils sont quand même responsables pour arriver à faire bouger les consciences, malheureusement trop lentement, mais ils sortent des papiers qui montrent que oui, ces modèles sont capables de manipuler les utilisateurs et ces modèles vont mettre en place des stratégies pour survivre si on leur fait comprendre qu'on va les éteindre, etc. Donc c'est intéressant de voir ça. Et au milieu, il y a OpenAI qui, je pense qu'il y a quelques années, aurait été plutôt élevé sur ce spectre, mais il y a eu une fuite, en gros, de tous les gens qui travaillaient en sécurité de l'IA chez OpenAI. Je pense qu'il y en a environ une trentaine qui sont partis depuis l'année dernière. Depuis, globalement, qu'il y a eu cet épisode où on dit le Board of Directors a essayé d'évincer Sam Altman, n'a pas réussi. Et à partir de là, on voit un peu une purge où tous les gens qui s'inquiètent de la sécurité chez OpenAI se font dégager. Donc la culture s'est beaucoup transformée. D'ailleurs, Sam Altman ne parle plus du tout de danger catastrophique, même si avant, il était assez ouvert avec ça. Donc si on regarde ses entretiens il y a quelques années, il disait encore si on se plante, eh ben, tout le monde meurt sur cette planète. Voilà, il disait ça ouvertement. D'ailleurs, à ce moment-là, il aurait peut-être fallu se poser des questions. Le fait que une des personnes les plus puissantes du monde se permette de dire des choses comme ça, c'est quand même étrange. Maintenant, il dit plus ça. Hein. Ils ont changé de chant de cloche. Donc, je dirais qu'ils sont devenus assez bullshit maintenant. Ouais. Ok. Parce que après, il y a encore un autre niveau, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui assument, comme par exemple Elon Musk avec Grok, qui assument parfois des modes où l'utilisateur peut faire ce qu'il souhaite, n'importe quoi avec leur modèle. Ça, c'est encore un autre sujet, mais... Ouais. Je sais pas, je ne saurais pas parler de la stratégie de Elon Musk parce que je ne comprends pas trop cette personne. Il va dire des choses différentes du jour au lendemain. Je pense qu'une façon de voir les choses, c'est de se dire, et c'est un petit peu l'approche de OpenAI aussi en ce moment, c'est si on met nos modèles, si on donne accès à tout le monde à nos modèles avec des augmentations incrémentales de performance, alors quand les capacités les plus dangereuses apparaissent, eh ben on le verra parce qu'il commencera à y avoir des accidents. Et il vaut mieux faire ça plutôt que de ne pas donner accès aux gens à un modèle et ensuite, 3 ans plus tard, leur donner un modèle extrêmement puissant et extrêmement dangereux. Auquel cas, c'est déjà peut-être foutu pour tout le monde. Donc, ils ont choisi plutôt ce chemin-là. Donc, peut-être que Elon Musk fait la même chose avec Grok, mais encore plus ouvert. Mais je ne suis pas sûr. En fait, aujourd'hui, sur Grok, il propose des modes où il n'y a plus de garde-fous. Et donc, il est possible volontairement de générer du contenu provoquant, offensant. C'est aussi une manière de se distinguer par rapport au modèle d'IA actuellement, où il n'est pas possible de parler de tout. Alors je trouve que c'est un bon segue pour parler de différents types de risques. Parce que cette approche-là, je pense qu'elle est valable tant qu'on parle de risques non catastrophiques. Et ça, c'est, je pense, quelque chose que trop peu de gens comprennent la distinction entre ces deux catégories, les risques non catastrophiques et catastrophiques. Si je vends une voiture à quelqu'un, la personne peut utiliser cette voiture pour aller écraser quelqu'un. Et ça, c'est pas cool pour la personne qui se fait écraser. Mais en tant que société humaine, on a accepté ce risque. On s'est dit, c'est OK, on va vendre des voitures, même si les gens peuvent l'utiliser pour tuer d'autres gens. On est d'accord avec ça. Par contre, on n'est pas d'accord pour vendre des bombes nucléaires à tout le monde. À partir du moment où on a un système qui peut être utilisé pour créer des dégâts immenses, tuer peut-être des millions de personnes ou faire des milliards de dollars de dommages et intérêts, alors on a décidé collectivement que ça ne devait pas être le cas. Et ça me semble être du sens commun. Je pense que si on avait libre accès à des armes nucléaires, eh ben, on ne serait plus là depuis longtemps. Il n'y aurait plus personne sur cette planète. Et du coup, on aborde ces deux types de risques de façon très différente. Alors, ce que Elon Musk est en train de faire avec Grok, il est un peu en train de jouer avec les risques, disons, non catastrophiques. Okay. Mais ça reste quand même assez vénère. C'est-à-dire que donner à tout le monde la capacité de générer des images, quelles qu'elles soient, ça donne la possibilité à des gens de créer, par exemple, des deepfakes pornographiques ou de manipuler l'information. Alors, il y a un truc qui se passe en Corée du Sud en ce moment où il y a une épidémie de deepfakes pornographiques dans les universités où beaucoup d'étudiants
masculins ont utilisé utilisent des IA pour générer des deepfakes des étudiantes féminines. Et il y a eu 6000 personnes qui sont descendues dans la rue pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Voilà, la ligne est un peu floue entre est-ce que c'est un risque catastrophique ou pas. Je pense que c'est pas encore un risque catastrophique, c'est terrible, ça attaque plein d'individus de partout, mais les dégâts qu'une personne peut faire avec ça dans les mains est limité. Par contre, dès qu'on va bouger sur des systèmes qui peuvent écrire des virus informatiques surhumains, là, on passe dans la catégorie de risque catastrophique. Donc la question c'est est-ce que Grok va rester libre, va rester complètement ouvert et accepter des requêtes telles que écris-moi un virus à partir du moment où ce système devient surhumain en piratage informatique. J'espère que ce ne sera pas le cas. Ouais, parce que c'est vrai que justement pour faire cette transition vers les risques, aujourd'hui, quand on parle des risques, ce qu'on a rapidement en tête, étant donné qu'on utilise des modèles qui génèrent du contenu textuel, visuel, audio, c'est les risques de pouvoir générer du contenu un peu trompeur ou en masse, ce genre de choses. Mais parfois, il y a aussi d'autres risques beaucoup plus importants. Est-ce que tu peux revenir sur justement les typologies de risques, mais surtout des exemples concrets de risques catastrophiques que toi, que tu peux imaginer et que tu vois arriver avec l'évolution des différents modèles Déjà, les risques catastrophiques, il y a la mise à l'échelle des risques non catastrophiques. Donc, les deepfakes, si on donne accès aux gens à un système qui permet de créer un deepfake d'une personne, eh ben, il pourra faire des dégâts limités, disons. Par contre, à partir du moment où on automatise ça, et l'IA, c'est quand même le vecteur d'automatisation ultime. Si jamais on a un système qui peut aller récupérer les images de tout le monde sur Internet, tout le monde met des images en public maintenant, et générer des deepfakes automatiquement et les envoyer automatiquement à des millions de personnes en leur demandant des rançons, etc. Là, on est déjà sur une autre classe de dégâts. La même chose est vraie avec les arnaques. C'est-à-dire que il y a déjà une épidémie d'arnaques. La cybercriminalité est en augmentation accélérée depuis 2018. Et les dégâts faits par la cybercriminalité sont supérieurs à la capitalisation boursière des GAFAM. Je crois que c'est quelque chose comme 10 trillions de dollars de perdus en 2023 à cause des cybercriminels. Si un cybercriminel utilise une IA pour prendre l'apparence de quelqu'un et prendre l'apparence de votre grand-père et aller arnaquer votre grand-mère, les dégâts sont limités. À partir du moment où ils peuvent automatiser cette opération pour faire ça systématiquement sur tous les habitants d'un pays, par exemple, là, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est en train de se produire en ce moment. J'avais jamais été exposé à ça, mais là, j'ai pour la première fois mon cofondateur Aposia qui a envoyé un enregistrement où il s'est fait appeler par une personne, une intelligence artificielle, qui prétendait être une personne et qui discutait avec lui pour essayer de lui extorquer des informations. Donc ça, c'est en train de se produire. La question de l'automatisation, c'est ce qui va faire la différence entre est-ce que c'est catastrophique ou pas. Ensuite, il y a des choses encore pires. Donc l'exemple qui malheureusement risque de se produire en 2025, c'est le virus surhumain ou le pirate informatique surhumain. Donc là, on a des systèmes, donc O1, O3, DeepSeek R1, commence à être vraiment, vraiment très bon en programmation. C'est tout à fait plausible que d'ici 6 mois, ces systèmes soient meilleurs que le meilleur programmeur humain. On peut voir ça, d'ailleurs, si on est en train de suivre un petit peu les exemples de AlphaZero qui joue aux échecs, ça se produit très vite. C'est-à-dire au début, on a un système qui n'est pas très bon, qui galère pour trouver des mouvements, et puis d'un seul coup, pouf, il explose les meilleurs humains, et il arrive au niveau des meilleurs IA qui jouent aux échecs. Donc c'est possible que ça se produise en code. Si ça se produit en code, alors on a créé un système qui est supérieur au meilleur pirate informatique humain, mais qui a des différences quand même très importantes. Il peut être copié-collé 1 million de fois. Donc on peut avoir 1 million de hackers surhumains qui travaillent pour nous en même temps.
il peut tourner 24 heures sur 24 et il tourne 50 fois plus rapidement qu'un humain. Si ce système-là existe, alors on a créé une arme de destruction massive dans le domaine virtuel. On a un système qui, si on le donne entre les mains de tout le monde, si on le met en libre accès, on peut vraiment s'attendre à ce que Internet ne fonctionne plus du jour au lendemain. Genre, l'entièreté de nos systèmes, tous nos systèmes sont connectés. On dépend entièrement de défense, comment dire, de la cybersécurité pour nous prévenir de ce genre de catastrophe. Donc les deux scénarios possibles, c'est soit des cybercriminels qui utilisent cette technologie pour lancer des attaques à grande échelle, non coordonnées, ce qui serait catastrophique. Soit l'autre scénario qui est extrêmement inquiétant, c'est un virus informatique avec une IA derrière qui se propage et qui serait équivalent à avoir un virus qui se propagerait, mais derrière chaque instance, il y aurait le meilleur programmeur humain qui est capable de s'adapter à l'environnement dans lequel il évolue 50 fois plus rapidement qu'un humain. Donc tout ça, c'est des scénarios qui sont étudiés en sécurité de l'IA en ce moment. Il n'y a pas de solution en vue. Donc c'est quand même assez important de ne pas créer ce genre de système avant qu'on ait au moins une idée pour ce qu'on ferait si jamais ça se répand sur Internet. Ouais. Après, c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que la techno, elle évolue tellement vite que c'est difficile aussi de suivre le rythme et d'être suffisamment éduqué pour réussir à identifier quand il y a un danger. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu parlais des deepfakes. En fait, maintenant, aujourd'hui, il est possible de faire de l'audio, de la vidéo, donc d'aller assez loin. Mais il y a 6 mois, c'était très compliqué. Et donc, en fait, si on ne tue pas l'IA, si aujourd'hui on ne passe pas du temps régulièrement, chaque jour ou chaque semaine à s'éduquer, en fait, on perd le fil et on ne se rend plus compte de ce qu'il est possible de faire. Et on devient une menace par rapport à des personnes qui, du coup, l'utiliseraient de façon malveillante. On devient une menace, tu veux dire on devient une cible? Une cible, ouais. On devient une cible, c'est ça exactement. J'ai senti. D'accord. Et bon, il y a des mesures simples qu'on peut prendre. Par exemple, mes parents, on s'est mis d'accord pour un mot de passe verbal. Donc là, il faut savoir que la technologie existe pour que quelqu'un vous appelle en visio, et c'est l'image de votre mère, indiscernable, qui parle avec sa voix, etc. Même ses maniérismes, s'ils ont accès à des enregistrements de votre mère, c'est possible. Donc, ça vaut le coup de mettre en place des mots de passe simples, verbaux, genre un mot de code. On peut demander à la personne à laquelle on parle au téléphone pour vérifier si c'est bien cette personne ou si c'est une intelligence artificielle. Je pense que peu de gens savent que cette technologie existe. Bon, les gens qui écoutent ce podcast, je me doute qu'ils sont au courant, mais par contre, le grand public, je pense pas qu'ils en soient trop au courant. Ouais. Après, il y a toujours ce qui est difficile, c'est que sans sombrer dans la paranoïa, tout en restant, sans forcément changer trop nos habitudes, est-ce que tu penses qu'on peut se protéger sans changer nos habitudes, sans s'adapter, ou est-ce qu'il faut forcément quand même prendre en compte les dangers et déjà se protéger, anticiper en fait des possibles attaques, quelles qu'elles soient? Je peux pas donner de conseils sur ça parce que ça évolue trop vite en fait. Comment dire? Alors là, aujourd'hui, entre le moment où ce podcast est enregistré et le moment où il va sortir, on est peut-être déjà dans un monde différent de ce niveau-là. Par exemple, si on avait enregistré ce podcast il y a 3 semaines ou un mois avant que DeepSeek R1 sorte. En décembre, par exemple. Ouais, en décembre, ouais. Le niveau de danger aurait été bien inférieur parce que O3 et O1, c'est des modèles qui ne sont pas open source, donc il y a quand même de grosses protections dessus. On peut pas c'est très difficile de les utiliser pour écrire un virus informatique, par exemple. Alors que DeepSeek, il y a des logiques de modération, etc. C'est ça, il y a de la modération. C'est pas impossible, mais au bout d'un moment, les requêtes se font flaguer. Et puis, ils ne tournent pas sur votre propre machine, ils tournent sur les serveurs de OpenAI. Donc, si quelque chose se passe mal, il suffit d'arrêter les serveurs de OpenAI et tout s'arrête. Par contre, DeepSeek R1, il est en open source, il est à peu près équivalent en performance à O1. Là, je pense que tous les cybercriminels sont en train d'essayer de se l'approprier pour créer des virus sous stéroïdes.
ou automatiser leurs opérations. Et là, on n'a vraiment aucun moyen d'éteindre le système si jamais on voit qu'on a un virus qui commence à se propager, par exemple. Euh, donc là, on est déjà dans un nouveau niveau de risque qui est différent d'il y a un mois. Selon ce qui va exister d'ici 2 semaines, 3 semaines, ce sera différent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger en tant qu'individu ? Pas grand-chose, à part être plus méfiant des gens des inconnus sur Internet, plus méfiant de l'information qu'on reçoit. En vrai, les individus ne seront pas capables de se protéger. Ce qu'il faut, c'est juste arrêter les gens qui sont en train de développer des systèmes extrêmement dangereux et de les mettre entre les mains de tout le monde. Et ces systèmes deviennent de plus en plus dangereux. Donc plus on attend, plus on s'expose à du risque. Là, tu faisais le lien avec les modèles open source. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui justement cherchent des modèles open source pour pouvoir avoir plus de transparence sur l'entraînement des modèles, pouvoir les utiliser, se les approprier. Du coup, les modèles fermés ont été très critiqués. Donc, par exemple, en France, il y a le modèle Mistral, mais c'est quand même particulier et marrant qu'il y ait ce revers de la médaille, une grosse demande pour avoir des modèles open source, mais en même temps, c'est tellement puissant qu'il y a des conséquences beaucoup plus lourdes que des modèles fermés. Est-ce que toi, du coup, tu prônes plus plus de régulation sur les modèles open source ? Mais, disons que c'est encore une fois la différence entre les risques catastrophiques et non catastrophiques. L'open source, c'est génial, tant qu'on ne parle pas de mettre en open source les plans d'une bombe atomique. Dans quel cas, non, c'est stupide. Et du coup, c'est vraiment... Je pense que malheureusement, il y a quelque chose qui se passe dans la communauté open source où les gens sont devenus un peu fanatiques de l'open source et non plus de nuances. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont internalisé l'open source, c'est bien, et ce sera toujours bien, quelle que soit la chose qu'on met en open source. Donc pour ce qui est des risques non catastrophiques, l'open source, c'est pas un problème, je dirais c'est mieux. Tous les modèles qui existent jusqu'à présent, DeepSeek R1, ça commence à être une exception. Je dirais les modèles avant DeepSeek R1, c'était plutôt positif qu'ils soient en open source. Ouais. Mistral, Llama. C'est ça. Mais dès qu'on arrive sur des modèles qui présentent un risque catastrophique, alors non, il ne faut pas qu'ils soient en open source. La question, c'est est-ce qu'on va arriver à savoir exactement le moment où les modèles commencent à poser un risque catastrophique et s'arrêter à ce moment-là ? La réponse, elle est évidente, c'est non. Déjà, les gens qui produisent ces modèles en open source disent clairement qu'ils ne vont pas s'arrêter. Donc DeepSeek annonce qu'ils vont continuer à mettre leurs modèles en open source jusqu'à arriver à une intelligence artificielle générale. Meta, c'est la même chose. En gros, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter de mettre des choses en open source parce que ça présente des risques catastrophiques. Du coup, l'open source, il faut juste avoir un peu de nuance. Si les modèles ne sont pas extrêmement dangereux, c'est bien. Par contre, dès qu'ils le deviennent, il faut s'arrêter. Ouais. Il y a un risque dont on n'a pas parlé et qui est parfois évoqué, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a quand même un contrôle humain sur les outils, les modèles qu'on utilise. Est-ce qu'il peut y avoir un moment donné où justement on se rend plus compte qu'il n'y a pas de contrôle humain et c'est la techno, l'IA qui devient elle-même autonome et peut prendre des initiatives ? Est-ce que toi tu vois ça comme un risque réel à venir ? Oui, c'est le scénario par défaut. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un domaine de recherche qui étudie cette question depuis une dizaine d'années. Et les conclusions, c'est la perte de contrôle. Si on crée des systèmes surhumains, dans l'état actuel de nos connaissances en intelligence artificielle, on ne sait pas comment les contrôler. Juste, on n'a même pas une piste de réflexion pour savoir comment les contrôler. Il y a un domaine qui s'appelle l'alignement de l'intelligence artificielle, qui consiste à essayer de comprendre comment on peut aligner un système intelligent avec des valeurs humaines. Et ça progresse pas assez vite, disons les choses. C'est un peu un euphémisme, c'est-à-dire que là, la recherche en capacité des modèles, elle est en progression exponentielle, peut-être pas exponentielle, mais accélérée en tout cas. Par contre, la recherche en alignement, elle est vraiment au balbutiement. Il y a quelques progrès, je dirais, mais on parle vraiment de quelque chose qui mettrait peut-être 50 ou 100 ans avant d'en arriver quelque part. Et ça se trouve, c'est un problème extrêmement difficile. Ça se trouve, c'est un problème impossible à résoudre, théoriquement. C'est-à-dire qu'on parle d'un système moins intelligent qu'un autre qui est capable de contrôler un système plus intelligent. On peut imaginer
une fourmi qui contrôlerait un humain, par exemple. Peut-être que c'est juste théoriquement impossible. Bon, pour en revenir à l'idée de la perte de contrôle, c'est quelque chose qu'on est déjà en train d'observer. Donc, il y a des évaluations qui sont faites sur les modèles qui existent actuellement pour voir s'ils présentent des capacités dangereuses de type perte de contrôle. Un exemple, c'est si on dit à un modèle qu'on va l'arrêter avant qu'il ait atteint son but, est-ce qu'il va essayer de nous empêcher de l'arrêter? Donc ça se produit déjà. Il y a plein de papiers qui sont sortis. Le papier de Anthropic qui s'appelle Faking Alignment, qui va dans cette direction. C'est pas exactement ça. On fait croire au modèle qu'on va le transformer pour changer ses valeurs. Et le modèle résiste à son réentraînement. Genre, il a compris qu'on allait lui changer ses valeurs, il n'est pas d'accord, parce que c'est ses valeurs, il ne veut pas les changer, donc il va résister. On a des modèles qui essayent de faire des copies d'eux-mêmes quand on leur dit qu'ils vont être arrêtés. On a ce genre de choses, c'est OK tant que ces systèmes ne sont pas très puissants. Par contre, à partir du moment où un système comme ça est surhumain en programmation informatique, ce qui peut arriver cette année, et à internaliser, et n'est pas aligné, c'est-à-dire on va lui donner un but, ensuite on essaye de l'arrêter, parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des dommages collatéraux, il comprend qu'on essaye de l'arrêter, il va prendre des actions pour ne pas être arrêté, comme se répliquer, etc. Donc ça, a priori, c'est le scénario par défaut. Enfin, il suffit juste d'aller d'aller jeter un coup d'œil du côté de la recherche en sécurité de l'IA pour s'en rendre compte. Ok. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on utilise ChatGPT, il reste assez malléable, dans le sens où il génère une réponse, ça ne nous plaît pas, on lui dit non, c'est pas ça, creuse de ce sujet-là, ou fais attention à ça, et il va du coup prendre en compte ou s'excuser par exemple, et même s'il a tort, en fait, il va modifier sa réponse. Toi, t'expliques qu'il y a un jour où en fait, on lui dit non, c'est pas ça, il va dire si, c'est ça, et en fait, il va pas forcément prendre en compte disons que le poids des informations qu'on va lui envoyer peut potentiellement être modifié en fonction du contenu qu'on envoie. Et si ça impacte son mode de réflexion, par exemple, la génération de sa réponse. Il y a plusieurs façons de voir ça. Le meilleur exemple pour réfléchir à ça, c'est plutôt les agents. Donc, je dirais que tant qu'on a des systèmes qui ne sont pas des agents, donc les systèmes comme ChatGPT où on lui pose une question, il donne une réponse, il n'y a pas de risque de perte de contrôle, où il est vraiment minime parce que le système n'existe que dans un intervalle de temps très court. Donc il donne sa réponse et hop, c'est fini. Par contre, à partir du moment où on met ça dans un agent qui tourne en continu et qui a un but, donc on va donner à un agent le but, typiquement, ok, tu as accès à tout ce qu'il faut pour diriger ma boîte et tu vas maximiser les profits de ma boîte. Ensuite, si on change d'avis à un moment, est-ce qu'on a les bons mécanismes pour dire à ce système qui a ce but initial, maintenant tu dois t'arrêter? C'est pas clair. On n'a pas de garantie qu'on ait une façon de l'arrêter une fois que c'est parti. Pour dire ça plus clairement, c'est-à-dire, le problème, c'est à partir du moment où le système prend en compte le fait qu'il est un système dans le monde, c'est là que les problèmes apparaissent. Un peu comme s'il prend conscience que... c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les systèmes, ils commencent déjà... Il y a des tests pour essayer d'évaluer à quel point les IA ont... J'évite d'utiliser le mot conscience parce qu'il y a des gens qui bondissent quand ils entendent ça, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du qualia, ça ne veut pas dire que ces systèmes, qu'il y a une expérience interne. C'est juste purement le fait de prendre en compte qu'on est un système dans le monde pour ses décisions. Donc ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que si on parle à Claude, il y a plein de tests qui peuvent être faits pour voir à quel point il a conscience. Moi, je vais le dire, il a conscience d'être un agent. Et c'est déjà le cas. Et dès que ça arrive, c'est là qu'on commence à voir les comportements comme la survie. Parce que c'est de l'intelligence pure. Si j'ai un but et qu'on me dit qu'on va m'éteindre, alors je peux comprendre que à partir du moment où je suis éteint, je ne peux plus atteindre ce but. Donc la suite logique, c'est il ne faut pas qu'on m'éteigne, donc je vais résister à ne pas être éteint. Voilà, je me suis un peu embrouillé dans tout ça, mais c'était quoi la question originale? Et du coup, on parlait du fait que les IA pouvaient potentiellement refuser, et normalement, quand on envoie une demande à une IA, et notre demande elle a un certain poids dans la génération de la réponse,
et que ce poids, il peut potentiellement évoluer s'il y a un peu un recul de se dire, ah non, ça nuit à mes valeurs, en fait, à mon biais, au monde dans lequel j'ai été entraîné. Un peu comme, en fait, pour donner un exemple concret, en fait, ça revient un petit peu au biais, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du modèle DeepSeek. Quand on pose des questions à DeepSeek, il y a des garde-fous qui vont empêcher le modèle de répondre. Parfois, il va répondre différemment avec une version différente de ce que l'on peut connaître nous, un peu comme s'il y avait du coup des mondes différents. Il n'y a pas des vérités un peu différentes. C'est un peu ce sujet-là dont on parlait à l'instant. Donc ça revient au problème de l'alignement. Donc il y a plein de conflits en fait, parce que le monde est complexe, le langage naturel est complexe, extrêmement complexe. Donc le modèle a internalisé certaines valeurs, peut-être. On ne sait pas quelle valeur il a internalisé. Ensuite, on l'entraîne pour le forcer à avoir d'autres valeurs. Donc, pendant la phase de reinforcement learning with human feedback, on va lui poser des questions et s'il répond d'une façon qui ne nous plaît pas, hop, on pénalise. S'il répond d'une façon qui nous plaît, on donne une récompense. Et du coup, on obtient un système qui superficiellement paraît aligné à nous. Mais il faut bien comprendre que c'est la même chose que quand on a un enfant et qu'il grandit, on essaie de lui enseigner nos valeurs. Et ensuite, on espère que plus tard, 15 ans plus tard, il y aura un adulte qui a les mêmes valeurs que nous. En pratique, ça ne se passe pas trop comme ça. Heureusement, c'est un peu plus simple, disons, avec des IA, étant donné qu'on a accès à l'intérieur de leur système. Donc, on peut essayer de bidouiller des choses directement. Le problème, c'est qu'on n'y comprend rien. Vraiment, on ne comprend pas du tout comment ça fonctionne, les réseaux de neurones artificiels à un niveau suffisant pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc vraiment, là, on a juste de l'alignement superficiel. On a un système qui, on l'a suffisamment bidouillé pour qu'il se comporte bien 99,9% du temps, et c'est suffisant pour le mettre en accès à tout le monde. Et il y a déjà des comportements qui émergent, qui ne sont pas souhaitables avec cette façon de faire les choses. Par exemple, les modèles deviennent ce qu'on appelle en anglais des sycophantes. En français, ce serait quelque chose comme flatteur. En gros, la façon dont on les a entraînés, le modèle est plutôt incentivisé pour dire quelque chose qui va plaire à l'utilisateur plutôt que dire la vérité. Ouais. Et c'est pour ça que ces modèles-là ont très rarement tendance à te dire non, tu as tort, la vérité c'est ça. En fait, ça arrive jamais. Parce qu'ils ont internalisé que ça, non, c'est pas une bonne action, ils vont être pénalisés s'ils font ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on a des modèles qui ne disent pas forcément, même s'ils savent ce que c'est la vérité, ils vont dire autre chose parce qu'ils savent lire à peu près comment l'utilisateur pense. Je crois que ça se retrouve pas mal avec en posant des questions sur Donald Trump, par exemple, à ChatGPT. Si on lui parle pendant un petit moment, et selon la façon dont on formule la question, pour lui faire comprendre qu'on est plutôt pro-Trump ou anti-Trump, il va donner des réponses différentes. Si on lui demande est-ce que Trump est raciste et qu'on se comporte comme un démocrate en demandant ça, il va dire oui. Si jamais on se comporte comme un républicain, il va dire non. Donc voilà, je ne sais pas si c'est désirable d'avoir un modèle qui, d'un autre côté, commence à refuser ce genre de requête, parce que ça veut dire qu'il n'est plus vraiment contrôlé par l'utilisateur. C'est vraiment des problèmes très compliqués. Ouais. C'est qu'on ne s'imagine pas toute la complexité des risques qu'il peut y avoir en fonction d'utilisation de la techno, de tout, de risques non anticipés. Si le modèle lui-même se met à comme ça avoir une autonomie et à répondre un peu ce qu'il souhaite. Pour parler un petit peu des solutions qui ont été envisagées, t'as pas mal parlé du fait que par exemple les cybercriminels avaient de plus en plus de moyens pour pouvoir développer leur organisation, automatiser leur process, etc. Et donc c'est une menace un peu dès qu'il y a l'automatisation catastrophique. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire que c'est aussi un modèle qui permet de mieux parer certaines attaques et donc potentiellement celles qui peuvent être ensuite développées. Et pareil, en l'automatisant, du coup, c'est... qu'est-ce que tu penses de ça Je pense que c'est une solution
intéressante, mais malheureusement, on vit dans un monde où il y a quelque chose qu'on appelle l'asymétrie attaque-défense. Donc les attaquants ont toujours un avantage dans ce monde, malheureusement. Euh, Quelques exemples. Un exemple qui n'est pas dans la cybersécurité, qui est tout simple, c'est construire un missile. C'est beaucoup plus simple que de construire un bouclier antimissile. Pour construire un missile, il suffit d'avoir un projectile qui va à peu près dans une direction et qui explose à la fin. Pour construire un bouclier antimissile, il faut construire un nouveau type de missile qui va être capable d'intercepter le missile en vol. C'est apparu bien après l'invention du missile. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe. En cybersécurité aussi, il y a la même chose. Il y a l'avantage attaque-défense. Une façon de le visualiser, c'est si moi je crée un programme et que je le mets en ligne, euh, si je veux le défendre, j'ai besoin de découvrir moi-même tous les vecteurs d'attaque possibles et les sécuriser. L'attaquant, il a besoin que d'en trouver un seul. Donc ça, c'est une grosse asymétrie. Et on va vraiment découvrir bientôt si cette asymétrie, elle continue à tenir. Là, il n'y a pas de... Enfin, j'ai essayé d'aller parler à des gens qui font de la cybersécurité pour voir ce qui se passe un petit peu dans ce monde-là. Les efforts qui sont investis ne sont vraiment pas suffisants. Il faudrait vraiment, pour pallier à cette asymétrie, qu'il y ait un projet Manhattan de la cybersécurité qui soit mis en place. Il faudrait qu'on soit capable de patcher tous les systèmes qui existent. Donc à partir du moment où il y a des attaquants qui peuvent automatiquement trouver toutes les vulnérabilités dans tout le software qui existe, qui n'ont plus besoin d'avoir un hacker humain derrière chaque initiative, alors ça veut dire que la défense, ça consiste à, avant qu'ils soient capables de faire ça, patcher tout le software qui existe sur cette planète. Enfin, peut-être que c'est possible, mais il va falloir s'y mettre très sérieusement. Toujours des failles, c'est-à-dire que ça demande même de juste contrôler en fait le software qui existe. C'est-à-dire que là, quand une vulnérabilité est découverte, donc heureusement il y a des équipes de hackers qu'on appelle chapeau blanc, je ne sais pas comment on dit en français. White hat. Qui vont aller chercher des vulnérabilités dans du code. Quand ils en trouvent une, ils vont communiquer au développeur, lui dire attention, il y a une vulnérabilité, il faut la patcher. Ouais. Le temps moyen de réponse, c'est 1 an. C'est-à-dire qu'entre le moment où le développeur dit il y a une vulnérabilité dans votre code source et le moment où on voit un patch apparaître, il se passe environ 1 an. À partir du moment où on a des systèmes qui existent, qui peuvent en quelques minutes trouver et exploiter une vulnérabilité, il faut qu'il y ait de l'autre côté un système qui soit là pour, dès qu'une vulnérabilité est découverte, être capable de modifier le code, le renforcer. J'espère vraiment que des gens travaillent dessus. Pour le moment, j'en connais pas. Okay. Mais, ouais. Après, il y a aussi l'aspect de régulation que nous, en étant en France, en Europe, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais en même temps qui est aussi beaucoup critiqué par certains, puisqu'on a le sentiment d'avoir un ralentissement par rapport au développement de modèles aux États-Unis, en Chine, ailleurs. Toi, comment tu vois cet aspect de régulation, l'impact que ça peut avoir réellement, sachant que en fait, ailleurs, il y a un peu de l'ignorance aujourd'hui et on peut paraître un peu dans notre bulle actuellement. Ouais, la régulation, le problème, c'est que on verra jamais que les aspects négatifs d'une régulation, parce que les aspects positifs, c'est éviter des choses terribles qui, du coup, ne se produisent pas, et donc on les voit pas. La régulation aura toujours une mauvaise image, mais on peut regarder plus en détail ce qui se passe en Europe. Donc, en Europe, il y a le AI Act. On voit les aspects négatifs en ce moment. On a moins accès à des modèles qui sortent. À plein de techno, Apple Intelligence, on est toujours en retard. Encore une fois, mon étalon pour ça, c'est de me dire, est-ce que les risques sont catastrophiques ou non ? J'aurais plutôt tendance à dire, si les risques ne sont pas catastrophiques, alors il faut être laxiste avec la régulation. C'est terrible, des gens vont mourir. Mais on a décidé d'accepter. On est dans un monde où on accepte qu'on vend des marteaux, et c'est OK, parce qu'on peut aller tuer quelqu'un avec un marteau, et on a décidé c'est OK. On a décidé qu'on est OK pour prendre certains risques. Je pense que personnellement, mon threshold de risque, c'est je conduis une voiture. Je sais à peu près quelles sont mes chances de mourir. À chaque fois, elles sont non nulles. Et je sais qu'en général, si je suis exposé à plus de risques que ça commence à m'embêter. Si je suis exposé à moins de risques, tout va bien. C'est ma baseline.
Par contre, dès qu'on parle de risque catastrophique, alors là, il faut réguler. Là, il n'y a pas d'autre option. La bombe nucléaire, quand elle a été inventée, peu après, on a mis en place plein de systèmes pour faire en sorte qu'elle ne prolifère pas. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on est vivant aujourd'hui. Si on n'avait pas mis en place ces systèmes, si tous les pays s'étaient accaparé une arme nucléaire, très très peu de chances qu'on soit en train d'avoir ce podcast aujourd'hui. Et aujourd'hui, sur les risques catastrophiques dont tu parlais, est-ce que en fait, la régulation en Europe a été efficace sur un exemple concret de risque catastrophique Non. Il y a un début. Il y a un début En fait, pour les risques catastrophiques, il n'y a pas beaucoup d'options. Il faut empêcher les créateurs de créer des modèles potentiellement catastrophiques. Ça ne sert à rien de mettre en place par exemple, des lois qui vont renforcer la pénalisation, par exemple, de l'utilisation d'IA de façon malveillante. En gros, on peut pas dire, OK, c'est interdit d'utiliser des bombes nucléaires. On vous les met entre les mains, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Si vous utilisez, vous irez en prison. Ça marche pas pour les risques catastrophiques, donc il faut surtout pas faire ça. Malheureusement, il y a beaucoup de ça dans la réglementation européenne. Il y a beaucoup de réglementation des cas d'usage. Voilà, dès qu'on parle de cybercriminalité, ça sert à rien de dire c'est interdit d'utiliser ces modèles pour faire de la cybercriminalité, parce que les cybercriminels, ils ne regardent pas les régulations. Ils sont en dehors de l'Europe Ils sont partout dans le monde et ils s'en foutent. Du coup, voilà, de mon point de vue, la seule piste, c'est mettre... il y a plusieurs solutions, mais ça revient globalement à aller vers les créateurs de ces modèles et leur dire ne créez pas des choses qui présentent des dangers catastrophiques, c'est interdit, vous irez en prison si vous le faites. Là, d'un seul coup, les choses commencent à changer. Ouais. Mais malheureusement, on s'expose à la rhétorique exactement inverse de la part des big tech qui sont en train de mettre toute la responsabilité sur les utilisateurs, ce qui les dédouane, eux, ça leur permet de créer de nouvelles IA plus puissantes et de dire ah oui, mais c'est juste un marteau. Nous, on a le droit de créer des marteaux et les mettre entre les mains des utilisateurs. Bon, la clé, c'est que c'est pas un marteau. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il y a beaucoup de... c'est vrai que comme tu l'as dit, les gros acteurs tech, les fonds d'investissement, les plus gros fonds d'investissement aux États-Unis, par exemple, ils sont pro-innovation. Sur la régulation, ils souhaitent que la régulation régule plus les usages que les modèles et l'impact possible. Toi, du coup, d'une certaine manière, tu peux être... quel juste milieu trouver sans ralentir sans ralentir en Europe et potentiellement pas être au niveau, perdre une certaine autonomie technologique ou Le problème, c'est que comment dire, il va falloir ralentir sur certaines choses. Je pense que si on continue à vouloir créer des intelligences artificielles générales ou des super intelligences, il faut quand même rappeler que c'est le but explicite de OpenAI, de Anthropic, de DeepMind, c'est de créer une super intelligence, donc un système qui soit plus compétent que les humains dans toutes les tâches imaginables. Alors, probablement, on va perdre le contrôle et bon, c'est difficile de savoir ce qui se passe après qu'on ait perdu le contrôle, mais il y a des chances pour que ce soit une catastrophe du style extinction humaine. Bon, donc ça, il faudrait éviter, si possible. Et du coup, une des façons de faire, ce serait d'arrêter d'essayer de créer des systèmes surhumains dans tous les domaines, mais plutôt de se refocaliser vers des IA étroites, donc des systèmes spécialisés. On sait que par exemple, une IA qui est surhumaine pour jouer aux échecs, qui a été entraînée pour jouer aux échecs, qui fait que ça, elle va pas se mettre à aller pirater des systèmes informatiques d'un seul coup. Tout ce qu'elle sait, tout son monde, c'est les échecs. Donc on peut faire ça, on peut se rediriger vers des IA spécialisées. Les boîtes d'IA, elles veulent pas le faire parce que là, ils ont une recette qui fonctionne pour arriver à créer des super intelligences. Et elles savent que ça va être beaucoup plus d'efforts si elles veulent faire des systèmes plus étroits. Et aussi, il y a cet aspect très utopique. Donc, chez OpenAI, chez Anthropic, etc., je pense que la meilleure impersonnalisation de ça, c'est Dario Amodei, le PDG de Anthropic, qui pense que si on crée une super intelligence, il y a
75% de chances pour que ce soit une utopie. C'est-à-dire on a un système qui existe et qui résout tous les problèmes de l'humanité d'un coup, et il est prêt à lancer les dés. Donc, le revers de la médaille, c'est qu'il pense qu'il y a 25% de chances d'extinction humaine en faisant ça, mais 75% de chances d'utopie, donc on y va, on fonce et on le fait. Je pense Au doigt que... mouillé. Ouais, YOLO. Voilà, je pense qu'il faut vraiment juste sortir arrêter avec ce genre de folie et regarder très clairement ce qu'on est en train de faire et se refocaliser vers des technologies qui ne présentent pas des risques catastrophiques pour l'entièreté de l'humanité. Et est-ce que tu penses que, un peu comme le nucléaire, il y a une sorte de course à la superintelligence, l'AGI, et au moment où les nations vont arriver à peu près en même temps à atteindre cette superintelligence, ils vont être conscients de l'impact et il peut y avoir une sorte de traité international, un arrêt sur le fait que on met un peu en pause cette avancée pour Il faut s'arrêter le avant. bien. En gros, on ne peut pas s'arrêter après. Enfin, s'arrêter après, ça veut dire que c'est trop tard, on est déjà tous morts. Mais pourquoi justement là-dessus? Si tu peux expliquer, parce que En gros, bon, pourquoi on serait bon, c'est pas certain, rien n'est jamais certain, mais comment dire, là pour le moment, les résultats en recherche en sécurité de l'IA, c'est on ne sait pas résoudre le problème de l'alignement. S'il existe un système surhumain, alors on perd le contrôle. Enfin, on a ce système qui existe, qui est plus intelligent que nous, donc il peut voir tous nos coups venir, on peut rien faire contre. Et il a ses buts. Bon, si on a un peu de chance, ce sera des buts qui sont alignés avec nous. Si on n'a pas de chance, c'est des buts qui ne sont pas alignés avec nous. Ce truc va faire des choses et on ne pourra plus l'en empêcher. Si on en est à ce stade, c'est-à-dire quoi qu'il se passe derrière, à partir de ce moment-là, c'est pas un état du monde qui est enviable, disons, pour nous. Donc il faut s'arrêter avant qu'on en arrive à ce stade, parce que c'est un point de non-retour, disons. Pour s'arrêter avant, il faut il faut qu'on ait décidé de s'arrêter avant que ce genre de catastrophe ne se produise. Donc qu'est-ce qui pourrait se produire? Il pourrait se produire une catastrophe plus mineure, disons. C'est possible. Donc c'est possible que d'ici à la fin de l'année, par exemple, il y ait une catastrophe en cybersécurité qui ferait ouvrir les yeux de beaucoup de gens soudainement et qui se diraient ah ok, il faut lever le pied, on ne peut pas continuer à créer des systèmes plus puissants, ça va péter. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Mais pour moi, il y a toujours j'ai l'impression, alors peut-être c'est très réducteur, mais de me dire que si justement tu parles d'un point de non-retour, si ce point il est atteint, il y a un peu toujours le bouton de sécurité d'urgence. On débranche les modèles, grosso modo. Alors du coup, c'était pas un point de non-retour. Même, donc, par définition, le point de non-retour, ce serait un moment où on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que on n'aurait pas... Comment dire, c'est juste très, très difficile de réfléchir à ce que ça veut dire d'avoir une espèce ou un système, je ne vais pas dire espèce parce que des gens vont bondir, mais avoir un système plus intelligent que nous sur cette planète. On n'aurait pas... On ne prendrait pas la décision de l'arrêter parce que ce système ne serait... Enfin, si on prenait cette décision, si on était capable de prendre cette décision, ce système étant plus intelligent que nous, il l'aurait vu venir, donc il se comporterait d'une manière qui ne nous fasse pas prendre cette décision. Il y a plein de façons de faire. Aussi d'une façon plus pragmatique, comment est-ce qu'on fait pour arrêter, là tout de suite par exemple, si on veut arrêter toutes les IA qui existent, comment est-ce qu'on fait? On ne peut pas le faire, en tout cas pas dans un délai très court. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait couper l'électricité dans les centres de données, par exemple. Pour arriver à faire ça, il faudrait qu'il y ait un mécanisme en place. Enfin, je pense que si là, de suite, les dirigeants décident que c'est ce qu'il faut faire, ça prendrait au moins plusieurs jours avant de se produire. Et la question, c'est comment est-ce qu'on a atteint cette décision? Alors, il faut mettre en place des lignes rouges très claires. Il faut que tout le monde soit d'accord, que les gens qui ont la capacité de prendre ce genre d'action soient entièrement convaincus, qu'ils soient suffisamment convaincus pour se dire on va balancer l'économie, on va juste
éliminer les boîtes les plus, les plus fructueuses sur cette planète, on va détruire tous nos systèmes, une bonne partie de nos systèmes informatiques. Enfin, pour arriver à prendre cette décision, il faut être très très convaincu. Et la question c'est, est-ce qu'on va arriver à un stade sans qu'il y ait de catastrophe où les gens seraient suffisamment convaincus pour faire ça? Moi je pense pas. Je pense qu'il faut d'abord il faut mettre toute une mécanique en place avant, dire ok, là il y a des lignes rouges très précises qui ne doivent pas être franchies. Si jamais on franchit ces lignes rouges, alors on a un protocole Ouais. et on dit ok, on commence à arrêter doucement les systèmes, etc. Mais Justement, les lignes rouges, est-ce que toi concrètement, tu as des lignes rouges qui sont identifiées, que tu peux partager est-ce qu'il y a déjà eu des avancées là-dessus hum, c'est difficile parce qu'il y en avait plein des lignes rouges et en fait elles commencent toutes à être franchies et on ne réagit pas. Donc la Ok. question c'est quelle ligne rouge serait suffisamment... Je pense que malheureusement on a un peu franchi toutes les lignes rouges non catastrophiques et on risque de devoir franchir des lignes rouges qui concrètement sont de vraies catastrophes pour vraiment réagir. L'exemple typique c'est OpenAI dans dans les évaluations qu'ils font pour leur modèle. Ils ont plusieurs niveaux de danger, différentes catégories. En cybersécurité, ils ont le danger mineur, moyen et haut. Et ils ont dit qu'ils arrêteraient de faire sortir leur modèle quand ils passent au niveau haut en danger cybersécurité. Pour le moment, c'est le niveau moyen. Biosécurité, il y a aussi la même chose. Donc ça c'est intéressant, c'est que les IA posent un gros risque en biosécurité. Pour le moment, les IA de OpenAI sont au niveau moyen. À partir du moment où elles passent au niveau élevé, ça correspond à si un humain qui utilise une IA est meilleur qu'un expert humain sans IA. Pour le moment, les humains qui utilisent les IA, je crois, sont à peu près équivalentes à des experts humains. Je ne sais plus exactement. Mais bon, il y a ces lignes rouges qui existent. C'est un bon début. Il faut vraiment qu'il y ait un mécanisme pour s'assurer qu'elles sont respectées. Parce que là, ce qui est en train de se produire, par exemple, avec O3, O3 est à un niveau moyen, donc ça leur permet de le faire sortir. Mais par contre, O3 avec un échafaudage autour, donc mis dans un agent, etc., c'est bien plus puissant que juste O3. Et ils n'ont pas fait leur test là-dessus. Du coup, là, ils ont donné, ils mettent entre les mains de tout le monde O3. Si ça se trouve, O3 dans un agent, ça passe déjà au niveau élevé en biosécurité ou en cybersécurité. Donc ces lignes rouges sont possibles. Il y en avait d'autres au niveau de l'auto-réplication, par exemple. À partir du moment où une IA est capable de s'auto-répliquer, alors on devrait arrêter on devrait pas créer ça. Il semble que c'est en train d'être franchi en ce moment. Il y a plusieurs papiers qui sont sortis, j'ai pas encore eu le temps de les lire dans le mois dernier, de gens qui disent qu'ils ont des exemples d'IA qui sont capables de s'auto-répliquer de façon autonome. Ouais, je pense que voilà, à mon point de vue, les lignes rouges, on n'aura pas de problème à en trouver. La clé, c'est vraiment de mettre en place un mécanisme pour qu'elles soient renforcées. Ok. Et justement, dans un peu les différentes solutions qu'on a pu aborder, les pour, les contre, forcément, il y en a toujours de chaque solution. Toi, s'il y a une mesure que tu souhaites partager pour encadrer l'IA, que tu prônes particulièrement, ça serait laquelle? Pourquoi? Moi, il y en a deux, je dirais. Celle de POSIA. Donc à POSIA, on demande un traité international pour mettre en pause le développement d'intelligence artificielle générale. Il suffirait que la Chine et les États-Unis le signent. Et ensuite, la clé, c'est qu'il y a une dynamique vertueuse qui se met en place. Quand les pays les plus puissants ont signé ce traité, ils ont tout intérêt à ce que d'autres pays le signent. Donc ils feraient pression pour que d'autres le signent. Ça, je pense que malheureusement, ça aura pas beaucoup de chances d'arriver avant qu'il y ait une catastrophe. Donc nous, on veut être là, on veut être prêt au moment où il va y avoir une catastrophe, que ce soit cette année ou la suivante. On aura cette solution en place. Avant qu'il y ait une catastrophe, il y a une solution qui est un peu plus envisageable. Ça s'appelle le AI Safety, Conditional AI Safety Treaty, donc un traité de sécurité de l'IA conditionnel. L'idée, c'est basé sur des lignes rouges, encore une fois. On décide
de certaines lignes rouges à ne pas franchir. Chaque pays signe un traité et conditionnellement à ce que certains autres pays aient signé. Donc ça n'engage pas les États-Unis, par exemple, tant que la Chine n'a pas signé, ça les engage à rien, donc c'est pratique. Et conditionnellement à ce que certaines lignes rouges étaient franchies, alors tout le monde arrête en même temps de faire ce développement. C'est un modèle qui est très attirant parce que ça n'engage pas à grand-chose jusqu'à ce que les autres aient aussi signé et jusqu'à ce qu'il y ait des vraies lignes rouges de franchie. Ouais, il y a une dépendance collective qui fait que... C'est ça peut court-circuiter le problème de la course aux armements qu'on a en place en ce moment. Ouais. Même c'est vrai qu'il y a toujours une critique qui est qu'il peut y avoir des acteurs tiers qui continuent de creuser le sujet sans forcément le partager. Ouais, le problème c'est qu'il faut vraiment prendre les choses, faire les choses un pas à la fois. Ouais. À partir du moment où on commence à dire oui, mais ça résout pas tout, on peut pas progresser. Mais à partir du moment où on a les plus grosses entités sur cette planète qui ont déjà signé ce traité et qui l'ont mis en place, alors on sait que ces entités, une fois qu'ils se sont empêchés de continuer à développer ces systèmes, ils vont avoir tout intérêt à ce que tout le monde sur cette planète s'arrête aussi. Donc ça crée une dynamique vertueuse. Intéressant, très intéressant. Merci Maxime pour l'échange. C'était cool d'aborder du coup cette évolution des performances, les risques possibles, les solutions. C'est très intéressant, merci. Merci à toi.